L'air était lourd, imprégné de l'odeur du pop-corn chaud et du plastique neuf qui flottait dans les allées du Hollywood Mall en ce lundi de juillet 1981. En Floride, la chaleur étouffante poussait les familles vers la fraîcheur artificielle des centres commerciaux. Mais ce jour-là, une mélodie discordante brisa l'ambiance paisible. Petit Adam Walsh est attendu par sa mère au rayon des jouets. La voix métallique s'échappait des haut-parleurs, rebondissant sur les vitrines comme un dernier écho d'espoir. Une fois, deux fois, trois fois. La répétition installait un froid glacial dans l'assistance. Au rayon des jouets, d'ordinaire si bruyant de rire, un silence anormal s'était installé. Les étagères colorées semblaient soudainement vides de vie, comme si le temps lui-même s'était figé dans l'attente d'une réponse qui ne venait pas. Adam n'avait que 6 ans. C'était un garçon au visage radieux, constellé de taches de rousseur, dont le sourire illuminait les photos. Passionné de baseball, il ne quittait jamais sa casquette et passait des heures devant Sesame Street. Pour John et Ray Walsh, Adam était leur trésor, le pivot central d'une vie ressemblant au rêve américain. John, homme d'affaires son respecté, et Ray, étudiante en design, formaient un couple solide et heureux. Ce matin du 27 juillet avait commencé normalement. John avait déposé un dernier baiser sur le front de son fils avant de partir travailler, ignorant que ce geste banal serait le dernier vestige de leur vie d'avant. Rien ne laissait présager l'horreur qui allait bientôt dévorer leur existence. Vers l'heure du déjeuner, Ray et Adam se rendirent au magasin Sears pour acheter une lampe en promotion. Alors ils se garèrent sur le parking familier et entrèrent par le département catalogue, un itinéraire qu'ils connaissaient par cœur. Dans les allées, l'attention d'Adam fut captée par une console Atari 2600. Quelques deux garçons s'agglutinaient autour de l'écran, fascinés par les pixels. Adam demanda à rester là un instant pour les regarder. Ray accepta de le laisser seul quelques minutes, le temps d'aller au rayon des luminaires à proximité. Elle se sentait en sécurité dans ce grand magasin rempli de monde. C'était un environnement contrôlé, ou du moins, c'est ce que l'Amérique de 1981 voulait croire avant que tout ne bascule. Lorsqu'elle revint au rayon des jouets, 10 minutes plus tard, le choc fut immédiat. La console était là, mais le groupe d'enfants avait disparu. Adam n'était plus là. Une sensation de suffocation envahirait. Elle appela son fils, d'abord doucement, puis avec une urgence croissante qui alarma les passants. Elle parcourut les allées, chercha derrière les présentoirs, interrogea les employés, mais personne n'avait remarqué le petit garçon. La panique s'empara d'elle. Le service client diffusa alors les premières annonces officielles qui résonnaient désormais comme des glas funèbres dans tout le centre commercial. Mais Adam ne se présentait pas au comptoir, il ne se cachait pas. Il s'était volatilisé dans les entrailles labyrinthiques du magasin Sears. Ce que Ray ignorait, c'est qu'un incident banal avait scellé le destin d'Adam. Une dispute avait éclaté entre les garçons devant la console. Une agente de sécurité inexpérimentée était intervenue pour rétablir l'ordre. Sans réfléchir, elle avait ordonné à tous les enfants de quitter le magasin. Et Adam, habitué à obéir aux adultes, l'avait suivi vers la sortie. Elle l'avait poussé vers une porte de secours, menant directement à l'immensité du parking extérieur. Seul sous le soleil brûlant de Floride, le petit garçon se retrouvait livré à lui-même, égaré au milieu des voitures. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit vous nous regardez. Cette disparition tragique allait bientôt plonger l'Amérique dans un cauchemar national dont elle ne se réveillerait jamais tout à fait, car l'ombre d'un prédateur planait déjà sur ce parking surchauffé. L'inertie initiale des autorités fut un coup de poignard supplémentaire pour les Walsh.
malgré la proximité immédiate du commissariat de police de Hollywood, et il fallut plus de 2 heures avant que les premiers agents ne daignent prendre l'affaire au sérieux. Pour eux, un enfant de 6 ans dans un centre commercial n'était pas une victime d'enlèvement, mais simplement un petit garçon égaré, sans doute caché derrière un présentoir ou endormi dans un coin sombre du magasin Sears. Cette incrédulité laissa s'écouler des minutes précieuses, alors que le ravisseur s'éloignait déjà sur les autoroutes surchauffées de Floride. John Walsh, l'homme d'affaires d'ordinaire si calme, sentait la rage bouillir face à cette nonchalance. Il ne s'agissait pas d'une fugue, il connaissait son fils, son obéissance et sa peur de l'inconnu. La nuit tomba sur la Floride, mais le sommeil ne vint pour personne. Le parking du centre commercial devint le quartier général d'une traque désespérée. Les faisceaux des lampes-torches balayaient dans les buissons et les canaux environnants. Le vrombissement des hélicoptères déchirait le silence nocturne, leurs projecteurs scrutant le sol comme des yeux divins, cherchant une aiguille dans une botte de foin. John et Ray Walsh vivaient chaque seconde comme une torture. L'image de John, s'effondrant devant les caméras de télévision, les yeux rougis par l'épuisement, commença à hanter les foyers américains. L'affaire Walsh cessait d'être un drame local pour devenir une blessure nationale. Le visage d'Adam, avec ses taches de rousseur et sa casquette de baseball, était désormais placardé sur les flancs des camions et à la une de tous les journaux. Chaque sonnerie de téléphone provoquait un sursaut d'espoir cruel, et souvent suivi par le vide des fausses pistes ou le silence des corbeaux qui cherchaient à s'amuser de leur détresse. L'angoisse privée se transformait en une quête publique d'une ampleur sans précédent, unissant un pays entier dans l'attente d'un miracle qui s'éloignait à chaque battement de cœur. L'attente insoutenable dura 14 jours, 14 jours de prières et de battues infructueuses sous un soleil de plomb. Le 10 août 1981, à plus de 160 km au nord de Hollywood, près de Vero Beach, le décor changea radicalement. Loin de l'agitation urbaine, 2 pêcheurs naviguaient près d'un canal de drainage lorsqu'ils remarquèrent un objet flottant à la surface de l'eau saumâtre. À première vue, ils crurent apercevoir une poupée abandonnée, mais en s'approchant, l'horreur se matérialisa dans sa forme la plus pure. Et ce n'était pas un jouet, c'était le reste le plus terrifiant de ce qui fut, peu de temps auparavant, un enfant plein de vie. L'identification fut rapide et brutale. Les restes appartenaient bien au petit Adam Walsh. La nouvelle de la découverte envoya une onde de choc à travers tout le pays. Mais ce furent les détails de l'autopsie qui finirent de briser le cœur de l'Amérique. Ce que le médecin légiste révéla dépassait l'entendement. Ada n'avait pas simplement été tué. Il avait subi une violence d'une barbarie indicible. Les rapports parlaient de traumatisme crânien, d'asphyxie et d'une décapitation post-mortem d'une sauvagerie inouïe. L'horreur atteignait son paroxysme, transformant le chagrin des Walsh en une tragédie sacrée. L'illusion de la sécurité dans les quartiers tranquilles s'évapora instantanément. Et c'était la fin d'une ère d'innocence où les parents laissaient leurs enfants jouer dehors sans surveillance. Le mal pouvait surgir au grand jour, au milieu d'une foule indifférente. Face à ce crime d'une brutalité gratuite, les enquêteurs se retrouvèrent devant un mur de silence. L'absence de preuves physiques immédiates compliquait la tâche. La frustration grandissait au sein de la police, pressée par une opinion publique assoiffée de justice. C'est dans ce climat qu'un nom commença à circuler, Otis Toole. Ce vagabond sanguinaire, au passé déjà lourd de crimes atroces, devint rapidement le suspect numéro 1. Toole, un homme à l'esprit instable, commença à faire des aveux. Il racontait l'enlèvement et le moment où il avait commis l'irréparable. Cependant, ses récits changeaient constamment,
truffé de contradictions, comme s'il prenait un plaisir malsain à jouer avec les nerfs des enquêteurs. Otis Toole incarnait une forme de mal absolu et erratique, un vagabond dont l'existence même semblait une insulte permanente à la justice et à la dignité humaine. Ses déconfessions étaient un labyrinthe de mensonges et de vérités partielles, un jeu psychologique cruel destiné à tourmenter une famille déjà dévastée par l'inimaginable. L'enquête s'enlisa malheureusement dans une série d'erreurs administratives impardonnables qui hantent encore les annales judiciaires. La police de Hollywood, totalement dépassée par l'ampleur de l'horreur, perdit des preuves de matériel cruciales. Parmi elles, la voiture de Toole, dont les tapis étaient encore imprégnés de sang avant d'être vendus à la casse, privant les experts de tests ADN qui auraient bien peu scellé son sort. Et sans ces indices physiques irréfutables, le système judiciaire se retrouva face à une impasse béante, incapable de formuler une accusation formelle. Toole, déjà condamné pour d'autres crimes atroces, s'éteignit finalement en prison en 1996, emportant dans sa tombe les détails ultimes de ce qui s'était réellement passé ce tragique jour de juillet. Pour John et Ray Walsh, le silence de sa mort ne fut pas une libération, mais une plaie béante qui refusait de se refermer, les laissant seuls avec leurs souvenirs et une soif de vérité inassouvie. Cependant, là où d'autres auraient sombré dans une haine destructrice ou un désespoir mutique, John Walsh fit un choix qui allait modifier à jamais le tissu social des États-Unis. Et il refusa catégoriquement de laisser la mort de son fils n'être qu'une statistique tragique de plus dans les dossiers classés. Transformant sa douleur en une rage froide et constructive, il porta son combat jusque sous les dorures solennelles du Congrès américain. Son témoignage, vibrant de sincérité et de larmes contenues, fustigea une nation qui possédait des systèmes pour retrouver les voitures volées bien plus efficaces que ceux destinés à protéger ses propres enfants. Dans cette salle historique où régnait un silence de plomb, ces mots résonnèrent comme un cri de ralliement. Cette prise de parole courageuse fut le catalyseur d'une révolution législative sans précédent, ébranlant l'inertie bureaucratique. La première pierre de cet édifice fut le Code Adam, né de la culpabilité collective et de la volonté des magasins Sears de ne plus jamais revivre un tel drame. Ce protocole imposa des mesures de confinement immédiates dès qu'un enfant était signalé disparu dans un établissement. Ce n'était que le début d'une transformation globale. John Walsh devint le visage de la protection de l'enfance, cofondant le Centre national pour les enfants disparus et exploités, le NCMEC. Son émission télévisée emblématique permit de capturer des centaines de prédateurs dangereux, transformant le visage d'Adam en un véritable bouclier pour des milliers d'autres familles. Chaque enfant retrouvé grâce à ces alertes était une petite victoire sur l'obscurité. En 2008, soit 27 ans après les faits, la police de Hollywood organisa une conférence de presse d'une gravité exceptionnelle pour déclarer officiellement Otis Toole comme le meurtrier d'Adam. Bien que tardive, cette reconnaissance apporta un semblant de paix, une clôture symbolique à une enquête qui avait traumatisé le pays. Mais le combat en Floride ne s'arrêta pas à ce seul dossier. Le souvenir de James Jimmy Reese, une autre jeune victime dont le destin tragique bouleversa l'État, vint rappeler que la vigilance devait rester constante. L'héritage de Jimmy, tout comme celui d'Adam, a renforcé l'arsenal législatif destiné à traquer les monstres cachés dans l'ombre. Aujourd'hui, Adam Walsh n'est plus seulement cette petite victime aux taches de rousseur et au sourire timide. Il est devenu le symbole mondial de la résilience et du salut. Sa vie, bien que fauchée trop tôt, a permis de bâtir une infrastructure de recherche et de prévention qui sauve des vies chaque jour dans le monde entier. En regardant sa photo, figée dans une insouciance éternelle,
on comprend que sa lumière a fini par jaillir des ténèbres les plus profondes. Adam n'est plus là, mais grâce à son sacrifice involontaire, des milliers d'enfants retrouvent chaque année le chemin de leur maison, sains, saufs et libres.